Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au bonheur des livres. Vous le savez, chaque semaine, nous essayons de vous donner envie, tout simplement, de lire des livres et puis, bien sûr, de découvrir ou de mieux connaître leurs auteurs. Alors, pour cette émission, un invité exceptionnel. Il est unique, il va être seul avec nous pendant une demi-heure. Tant nous avons aimé son livre et d'ailleurs, j'allais dire toute son œuvre. C'est Laurent Mauvignier. Bonsoir Laurent Mauvignier. Merci beaucoup d'être avec nous, ça nous fait très plaisir. Vous signez un livre d'une grande puissance littéraire, ample, bouleversant, qui décrit une France dont nous nous sentons proches finalement, sur près d'un siècle et sur plusieurs générations. Une histoire personnelle, vous allez nous le dire, mais dont la dimension m'est apparue universelle. Le titre, La Maison Vide, aux éditions de Minuit, votre maison d'édition de toujours. Je le précise, déjà sélectionné sur plusieurs listes de prix, bien sûr, dont le prix Goncourt, avec déjà le prix littéraire du Monde. Et on vous félicite pour ça. Alors vous êtes, je précise, Laurent Mauvignier, vous êtes issu d'une famille modeste de 5 enfants au total. Vous avez grandi à Descartes, en Touraine. Vous avez fait les Beaux-Arts. Alors, votre œuvre est souvent inspirée de faits d'actualité. Par exemple, dans La Foule, en 2006, le drame du Heysel. La guerre d'Algérie aussi, pour des hommes, en 2009. La mort d'un homme, ça, c'était un fait divers dans un supermarché. Ça, c'était ce que j'appelle oublié en 2011. Il y a toujours donc une empreinte réelle, j'allais dire, dans la réalité ou la politique. Alors là, Laurent Mauvignier, vous parlez de votre famille, de votre arrière-grand-mère, Marie-Ernestine. On va comprendre donc sur près de 800 pages, c'est le livre, d'où vient cette femme et d'où donc votre père est issu, et j'allais dire donc vous-même. Vous diriez que c'est votre livre le plus personnel. J'ai compris que vous portiez ce livre depuis longtemps en vous. Je ne sais pas si c'est le plus personnel, parce que j'ai envie de dire que d'une certaine manière, ils le sont tous, parce que la fiction permet quand même toujours de parler de soi à travers d'autres. Mais là, il y a une dimension, effectivement, peut-être plus intime, mais qui est une sorte, je dirais, de conversation avec mon enfance, en fait. Oui. Parce que c'est un livre qui est né à partir des histoires que j'ai entendues quand j'étais enfant. Voilà. Et ces histoires, elles m'ont tellement marqué, elles étaient tellement fortes quand ma mère me les racontait. Parce que c'est pas mon père qui me les racontait, même si c'est son ascendance qui est concernée. Et ça m'a tellement marqué. Je pense même que je suis devenu écrivain par ces histoires. Il y a 2 ou 3 livres, je sais pas, j'ai écrit une dizaine de romans. Je peux dire qu'il y en a 2 ou 3 seulement qui sont, j'allais dire, préalables à l'écriture. Oui. Et celui-ci, il fait partie des livres qui m'ont guidé vers l'écriture, qui m'ont peut-être on fait de moi un écrivain. En fait. On fait de vous un écrivain. Marie-Ernestine, donc c'est un personnage de femme magnifique qu'on va suivre depuis le début. Elle est issue d'un milieu paysan, donc c'est votre arrière-grand-mère, un milieu, oui, paysan. Elle est entrée, elle a fait ses études au couvent, elle parle les fers, et puis elle a un don pour le piano, on va le découvrir. Ensuite, on verra sa fille. Je ne me trompe pas en disant que ce livre est un livre de femmes, enfin en tout cas les personnages sont des personnages féminins, c'est eux sur lesquels vous vous appuyez pour revenir sur vos origines. Oui, c'est d'abord sur les femmes. Après, je ne veux pas non plus minorer la part des hommes là-dedans, parce qu'ils sont là et que pour moi ce ne sont pas juste des silhouettes ou des faire-valoir, ce sont vraiment des personnages à part entière et qui ont leur existence et j'espère leur richesse humaine, quoi. Mais c'est vrai que le livre est d'abord écrit à partir des femmes. Oui. D'abord, le projet, moi, c'était vraiment de parler de ma grand-mère et de ce mystère autour d'elle. Pourquoi les photos... on va y venir, cette grand-mère Marguerite, voilà. qui est la fille de Marie-Ernestine. Voilà. Et donc, moi, c'est vrai que le livre, il est né de cette figure-là. Oui. Et puis, comme j'ai pu constater que son père à elle est mort jeune, et finalement, je me suis retrouvé avec les femmes. Oui. Et c'était d'ailleurs votre mère qui vous en parlait, donc c'était vraiment une histoire. Donc ça, c'est femme. vraiment espèce de cheminement comme ça, d'histoire rapportée, mais en fait par les femmes.
Alors cette Marie-Ernestine, qui est encore une fois très attachante, hein, vraiment, c'est un personnage pratiquement d'un autre siècle pour nous, du début du XXe. Elle va donc faire ses études dans le couvent, et puis en fait, elle a un don pour le piano, on le découvre. Elle va rencontrer un professeur de piano, Florent Cabanel. Alors vous nous direz après que c'est un personnage un peu imaginaire, mais enfin, il est important. Mais elle ne va pas pouvoir suivre cette vocation. Elle n'a qu'un désir, c'est de faire du piano, de rentrer au conservatoire. Et pour des raisons familiales, de tradition, eh bien, elle ne peut pas, il faut qu'elle se marie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire de renoncement, l'histoire de Marie-Ernestine? Ah bah oui, c'est l'une des grandes questions moi, que je me suis posée en écrivant le livre. On parle beaucoup d'émancipation, et notamment ces dernières années, depuis MeToo, du rapport aux femmes et la liberté, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent pensé quand même, justement quand j'entendais ma mère me parler de toutes ces histoires, ma mère, elle est née, elle n'avait pas le droit de vote, quoi. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et donc, pour moi, ça m'a toujours paru tellement fou que j'avais besoin de remonter comme ça et d'imaginer, mais qu'est-ce que c'est pour une jeune femme au début du XXe siècle que d'obéir à des traditions familiales, que d'avoir des contraintes. Oui, et puis d'avoir suffisamment d'outils culturels on vous dit bah, tu vas aller à l'école, tu vas apprendre des choses, et puis en même temps on vous donne les outils pour appréhender une liberté à laquelle vous n'aurez jamais droit. Donc ça, c'est quelque chose qui me... C'est ce que vous explorez. Elle va d'ailleurs même tenter de se suicider, c'est ce que vous dites, et ce qui d'ailleurs nous ramène aussi à votre père qui s'est suicidé. Lui, on va peut-être en reparler, qui a peut-être un atavisme là dans la famille, évidemment, une façon aussi de trouver une clé. Alors elle va finir par consentir à épouser Jules, choisi par le père finalement, à la mort et qui va donc hériter de toute la petite fortune, enfin du bien de ce Firmin Proust. Et là, alors là, on comprend comment cette vie s'organise dans cette province où la vie quotidienne est évidemment routinière, où elle n'a que son piano qui éclaire cette vie, et entre, j'allais dire, la contrainte conjugale, l'ennui. Qu'est-ce qui vous a, j'allais dire, comment vous avez pu décrire cette vie-là, Laurent Mauvigné? Est-ce que vous aviez suffisamment compris comment elle vivait quotidiennement, cette Marie-Ernestine? Bah, disons que moi, je me suis un peu basé sur des choses que j'ai pu voir quand j'étais enfant. Ces femmes comme ça que je voyais, parfois de très vieilles femmes qui étaient là, les maris étaient tous morts, disparus. Je veux dire, c'était à la fois beaucoup de questionnements pour moi, et puis en même temps, j'ai toujours été fasciné par cette espèce de puissance tranquille qui se dégageait de ces femmes. Quelque chose la vie est comme ça, point. On accompagne, on porte tout en fait, quoi. Dans une espèce de calme, de silence. Alors parfois, avec pour certaines, du renoncement. On l'entend, parce qu'on entend parfois un ton un peu amer, et puis parfois au contraire avec une sorte de force et voilà, moi tout ça m'a toujours fasciné, et voilà, donc j'ai essayé Puis vous savez, plus je remontais comme ça dans le temps, plus ça se mêlait à des romans que j'ai lus. C'est pour ça que c'est un roman. Je tiens beaucoup à ça, parce qu'il y a la part autobiographique. Il n'y a pas que des éléments totalement autobiographiques. Il y a aussi et plus je remontais dans le temps, plus évidemment la charge romanesque devenait forte, parce que c'est totalement impossible pour nous d'imaginer quelqu'un de la fin du 19e sans faire des descriptions qui nous renvoient à Zola, à Balzac et à tous les autres. J'ai envie de dire, quand on vous lit, Laurent Mauvigné, on va en venir aussi à votre description de la guerre, qui nous fait encore penser à d'autres auteurs, mais on a vraiment le sentiment de lire un roman balzacien. Ou peut-être les descriptions de Flaubert. C'est ça, c'est votre écriture. En fait, c'est vrai que finalement, les histoires que j'ai pu entendre moi enfant, ou les romans que j'ai pu lire, qui sont notre savoir collectif en fait, notre mémoire collective, tout ça s'est mêlé de telle manière qu'à la fin, j'étais incapable, et je suis aujourd'hui incapable de démêler ce qui est du ressort de la fiction, du ressort des choses entendues, de l'histoire familiale ou de l'histoire collective. Et c'est vrai qu'il y a tout cet imaginaire, en fait, l'imaginaire
pas seulement romanesque, d'ailleurs, parce que c'est aussi vrai que la peinture, l'enterrement de Firmin, par exemple, je suis servi de l'enterrement à Ornans bien sûr, de Courbet. Qui est un tableau exceptionnel, Voilà. évidemment, très remarqué. Alors, vous les écrivez, ces femmes, vous avez dit, il y a celles qui renoncent, il y a celles aussi qui sont un peu impétueuses, c'est le cas de Marguerite. Donc ça, c'est votre grand-mère, la fille de Marie-Ernestine, qui va naître 7 ans après le mariage, pas tout de suite. Et puis alors elle est tout à fait différente. En fait, elle ne veut pas de contraintes, finalement. Elle est... Mais en fait, je pense... elle répond finalement à la question du renoncement de sa mère. Oui, c'est ça. En disant, bah non, moi je ne renoncerai pas. Mais je pense qu'il y a aussi une question générationnelle. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait vraiment de travailler sur plusieurs générations. Parce que je me dis que, même s'il y a des questions évidemment de personnalité, mais il y a aussi des questions qui sont liées à une époque. À une époque, peut-être Marguerite peut se révolter, même si elle le fait mal. Oui. Même si elle est vouée... On approche de la guerre de 40, là, même si c'est voué à l'échec, malgré tout, il y a une émancipation, un désir d'émancipation qui commence beaucoup plus fortement. Il y a quelque chose qui craque un peu dans la société, en fait. On est presque à la moitié du XXe siècle. Il y a quelque chose Alors que dans l'histoire de Marie-Ernestine, l'institution est encore beaucoup trop forte, le patriarcat est beaucoup trop puissant, et même dans les mentalités, simplement. Donc elle ne peut pas, en fait. Oui. Là, elle va effectivement... Il y a presque une parenthèse, j'allais dire, dans le livre, solaire ou ensoleillée, quand elle est assez heureuse avec ce Jules qu'elle va aimer. Enfin, ces petites années-là, avant qu'il ne parte à la guerre. Et là, il y a comme un bonheur de Marguerite. Et dans toute cette famille, c'est comme une espèce de petit îlot de bonheur, je dirais, dans tout le livre. Vrai. Et alors évidemment, on comprend bien après, on ne va pas tout raconter parce que c'est tout à fait passionnant, on découvre ces personnages au gré du livre, mais elle ne va pas très bien se conduire pendant la guerre parce que son mari ne revient pas du front. Bon, c'est ainsi. Mais évidemment, quand on sait ce qu'elle a vécu avec sa propre mère, on peut comprendre son tempérament, on peut comprendre... elle n'était pas aimée, elle ne recevait pas de tendresse de cette Marie-Ernestine qui ne jouait jamais pour elle. Moi, ce que je voulais, c'était essayer de comprendre comment, d'une génération à l'autre, par des suites d'événements ou peut-être même des choses qui ne sont pas forcément énormes, comment les conséquences, les relations de cause à effet d'une chose à l'autre, et comment on pouvait simplement, parce que au début du XXe siècle, on force une jeune fille à se marier avec un homme qu'elle n'aime pas, comment ça va peut-être conduire sa fille 40 ans plus tard dans une logique totalement sombre. Mais comment tout ça... Il y a une mécanique à l'œuvre, qui dépasse les êtres, et les gens sont tous un peu prisonniers en fait de choses dont ils n'ont pas forcément conscience, qui leur échappent. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de transmission transgénérationnelle. Et d'ailleurs, la psychanalyse, bien sûr, remarque que ce qui se passe pas seulement chez les parents, mais chez les grands-parents, les arrière-grands-parents, vous façonne. C'est évident. Enfin, on connaît cette histoire de Hergé qui a... Dans un de ses albums de Tintin, qui trahit un secret de famille, et la famille lui dit « mais quand même, comment tu l'as su quoi, et en fait, Hergé ne le savait pas. Et il a toujours dit « je ne le savais pas ». Et pourtant, il le savait. Voilà. Et ça, moi, c'est vrai que ça me fascine totalement, quoi. Et je crois beaucoup à ça. Oui, et vous êtes évidemment, au fond, défini par rapport à ses grands-mères, ses arrière-grands-mères, ce père. Je parlais d'un roman balsacien. Il y a au passage la description de la guerre de 14, puisque le mari de Marie-Ernestine va mourir à la guerre de 14. Et là, on a le sentiment que, je ne sais pas, on lit la tragédie de Charleroi, on lit Céline, on lit... vous faites une description littérairement incroyable de ce front, de ces tranchées, Laurent Mauvillier. Là, il y a eu des choses qui vous ont... disons, j'ai eu très peur, parce que justement, c'est quand même... C'est vrai, ça a été décrit. Ça a été tellement fait, tellement décrit. Je me disais, comment je vais... Alors, j'ai essayé de m'accrocher à des détails, à des choses qui n'ont pas été forcément tant que ça été utilisées. Je pense, par exemple, au pouls.
Parce que j'ai lu ça dans un livre, mais le vrai ennemi, c'était pas l'allemand, c'était le pouls. Parce qu'en fait, les gens étaient dévorés, les soldats étaient dévorés par les poux. Et ça les empêchait de dormir, c'était une horreur. Et je me suis dit, j'ai essayé de passer par un autre biais que celui qu'on a un petit peu d'habitude, en changeant un petit peu de focale, parce qu'effectivement, il fallait trouver des... Et puis, bon, il y a un moment... c'est vrai que la guerre de 14, c'est presque un genre littéraire à part entière. Ça, c'est sûr. Et j'allais dire, parce que je parlais tout à l'heure de valeurs universelles dans votre livre, même si c'est une famille dont vous parlez, nous avons tous grandi avec des récits de cette guerre-là, très anciens ou moins anciens. Ce sont nos origines, nos familles qui ont toutes été touchées par cette horreur de la guerre de 14. Puis aujourd'hui, je pense qu'en 2025, on peut aussi voir la guerre, nous apercevoir en tout cas que la guerre de 14 et celle de 40, que 39-45, 14-18, elles sont les deux faces d'un événement qui en réalité est resserré. Et au fond si peu éloigné de la... Voilà, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Il n'y a que 20 ans entre les deux. Voilà. Et c'est vraiment une question, c'est une génération. Et pour moi, là, c'était intéressant, c'était comment Marguerite, qui déshonore la famille, est la fille d'un héros de Verdun. C'est ça. Donc comment on passe de l'honneur au déshonneur comme ça sur une génération, et les deux événements sont évidemment liés, on le sait d'un point de vue historique, mais c'est vrai aussi dans les familles. Oui. Et comment vous avez donc appris cette histoire de Marguerite? Donc par votre mère principalement? Oui, parce que d'abord je n'aurais jamais osé demander à mon père. Ah oui. Et je ne sais même pas s'il m'aurait répondu. Oui. Et ensuite... parce qu'il y avait des photos à la maison, des photos avec ses visages découpés, toujours de la même personne. Vous voyez, c'est une femme. Et c'était toujours très bien découpé, très nettement, très, très proprement fait. Et c'était ma grand-mère, Marguerite. Et donc, à chaque fois que je posais des questions à ma mère, mais pourquoi c'est découpé? Qui a fait ça? Et je sentais ma mère très embarrassée. Et c'était toujours, je sentais qu'il ne fallait pas poser cette question-là. C'était la honte de la famille. Ouais, c'était une femme, elle buvait, c'était de moins que rien, c'était une rien du tout. Voilà l'expression exacte. Ouais. C'était une rien du tout. Et c'était presque, il fallait presque se sentir fautif d'en parler, de s'interroger sur sa grand-mère, ce qui en réalité pour un enfant tout à fait légitime, quoi. Oui. Et après, ma mère me racontait que mon père, âgé de 8 ans, avait vu sa mère se faire tondre à la Libération. Ah oui. Et moi, elle me raconte ça, j'étais enfant. Et donc, moi, je me projetais totalement dans l'image de cet autre enfant, qui était mon père. C'était votre père. Donc, je voyais même pas le visage de Marguerite se faire tondre. Je voyais le visage de mon père, d'un enfant, sidéré d'horreur par un spectacle épouvantable, quoi. Oui. Et ça, moi, ça m'a tellement marqué. Cette image-là, elle est tellement gravée en moi que voilà, j'ai eu besoin de ce livre. Pour essayer de l'expliciter. Ouais. Et donc, pour mieux comprendre le tempérament de votre père, finalement. Oui. Ce qui va le pousser à ce qu'il fait. Vous avez, je crois, 16 ans quand il se suicide. Est-ce que ça vous a éclairé sur cette pulsion-là, même si sa propre grand-mère l'avait tenté aussi, mais... Un peu, mais au fond, je ne sais pas vraiment. Peut-être parce que c'est encore trop récent. Je veux dire, ce livre, il est... Là, ce sont les lecteurs qui sont en train de le terminer, pour moi. Donc, il y a quelque chose... Pour moi, il n'est pas achevé encore, le livre. Il n'est pas quelque chose qui est... J'ai besoin que ce temps de vie du livre soit derrière moi pour peut-être commencer à voir ce qu'il produira. Oui, on imagine qu'il produira forcément des choses, peut-être chaque jour différentes d'ailleurs, bien sûr. Il faut préciser, Laurent Mauvigné, vous l'avez un peu évoqué, bon, il y a les souvenirs, il y a ce qu'on vous a raconté, il y a ce que vous avez imaginé de votre père, il y a ce que votre mère vous a dit, mais il y a aussi, et vous dites que c'est un roman, ce que vous imaginez. Alors comment tout ça peut se mélanger? Parce que vous êtes allé inventer, par exemple, le professeur de piano, vous l'inventez, bon, ça nourrit les personnages. Ouais. Parce que il y a un moment, j'avais très peu de documents, très peu. Puis je voulais pas faire quelque chose de documentariste. Voilà, moi je suis un romancier d'abord, et je crois quand même que le roman peut dire le monde, peut dire la vérité, une vérité, même s'il passe, c'est le fameux mentir vrai, mais on n'a pas forcément besoin que les détails soient exacts.
C'est-à-dire, moi, ce que je cherche, c'est pas forcément le vécu, c'est un rapport à la vérité. Vous savez, on vend toujours les histoires d'après une histoire vraie. Oui. Et on joue, d'un point de vue un peu marketing, on joue toujours sur l'ambivalence vraie comme vérité, alors qu'en réalité, on ne nous vend que du vécu. C'est une histoire vécue. C'est pas, la mythologie, les histoires sont totalement fausses. Et pourtant, elles touchent des vérités humaines extrêmement profondes. Donc, moi, voilà, je pense que la fiction peut parfois nous aider à toucher une vérité bien plus profonde, plus archaïque, plus que pas mal de choses qui, au fond, sont anecdotiques. En tout cas, c'est ce qui se passe avec ce livre pour nous, lecteurs, parce que ça nous amène à notre propre vérité, je crois, parce que c'est vraiment une réflexion que nous sommes amenés à faire sur nos propres familles, nos propres origines, nos régions, etc. Ouais. Et vraiment, je le dis, je pense que vous avez réussi ça magnifiquement. Ça vous pousse peut-être vous-même à mieux vous comprendre, mais ça va se décanter avec le temps. Vous avez eu le sentiment que c'était une douleur pour vous d'écrire ce livre ou que ça s'est écrit facilement? Ça a été une épreuve ou c'est presque 800 pages, c'est donc une somme? Non, ça a été un livre très étrange à écrire. Il y a eu une maladie, je crois, à ce moment-là. Alors, au début, le livre, quand j'ai commencé à trouver comment l'écrire, ça allait très bien. Et puis, en fait, c'est un livre qui m'a soutenu beaucoup parce que j'ai commencé en février 2022 et il se trouve qu'en 2023, j'ai eu un cancer. Oui. Et j'ai cru vraiment que je ne pourrais pas écrire. Mais sauf que j'avais quand même, à l'hôpital, tout ça, j'avais emmené mon ordinateur. On ne sait jamais. Puis, il y avait des moments, j'avais quand même j'avais besoin. Alors, je travaillais, mais pas longtemps. Mais tous les jours, j'ouvrais quand même l'ordinateur. Et ce qui était fou, c'est que autant j'avais l'impression d'être complètement... totalement détruit physiquement, moralement, mentalement. J'ouvrais mon ordinateur et là, le texte, je reprenais où j'avais arrêté la veille et ça se déroulait sans aucun problème. Et ça m'a fasciné. Je dois dire que... Ça vous a aidé aussi. Ça m'a totalement aidé. Mais quand même, c'est vrai que Pierre Michon parle de ça, là, avec l'idée de « le roi vient quand il veut ». Là, vraiment, j'avais l'impression que c'était... Le livre s'écrivait, alors que c'est un livre que je porte depuis tellement longtemps, que j'attends depuis tellement longtemps. Et là, c'était maintenant. Il y avait la maladie, mais franchement, c'était pas grave. Et c'est passé, en tout cas... Non, c'était heureux, c'était même assez heureux. Alors, je précise, et je disais que vous étiez donc dans cette famille de plusieurs enfants, puisque le père s'est remarié, la grand-mère a disparu. Il y a eu plusieurs enfants, donc de 2 lits différents. Modeste, votre père a même été, j'ai cru comprendre, déboueur à un certain moment. Donc, vous grandissez dans ce milieu-là, Laurent Mauvigné. Et quand on vous lit, on voit toute la culture, toute la littérature derrière le livre. Comment c'est arrivé ça? Comment vous avez pu vous nourrir de tout ça dans ce milieu familial-là? Ça a commencé vers 13 ans. 13 ans, j'ai lu Les Misérables. Pareil, j'avais déjà des problèmes de santé. Et puis, pour moi, alors, les problèmes de santé, finalement, ont toujours nourri quelque chose avec la littérature, en fait, et avec l'écriture. Et avec la lecture, puisque j'ai découvert Les Misérables comme ça, j'ai commencé à écrire à ces moments-là. Après, alors, il se trouve que je suis entré aux Beaux-Arts, j'avais pas le bac. À l'époque, le bac n'était pas obligatoire, donc je suis pas allé au lycée. Oui. Et donc, j'ai découvert la littérature de manière très étrange. Des pas de côté, j'ai découvert des auteurs très contemporains avec des classiques en même temps. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, mais ça m'a totalement nourri. Parce que ça m'a permis de voir des passerelles entre des auteurs contemporains et des classiques. C'est-à-dire que j'avais pas du tout c'était pas hiérarchisé de manière scolaire, pour le coup. C'était... Et c'est ce qu'on vraiment, je trouve, c'est l'impression que l'on a en lisant La Maison vide, c'est qu'il y a ce mélange-là. Moi, j'ai envie de dire qu'on a l'impression de lire Claude Simon quand on vous lit, mais je ne sais pas si ce nouveau roman-là vous a inspiré, mais cette espèce de phrase qui tourne en boucle et qui est longue, oui. Et ça, et en même temps, je le disais, Balzac, Zola.
Mais ça fait longtemps, par exemple, que je fantasme ça. Je disais, mais quand même, un Claude Simon, quelqu'un qui écrirait comme Claude Simon, mais qui écrirait du Balzac comme Claude Simon. Alors vous allez me dire, ça pourrait être Faulkner en même temps. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être quelque chose de ça. Mais c'est vrai que c'est des mélanges comme ça. Et moi, qui m'ont toujours, ça m'a plutôt toujours galvanisé, quoi. Enfin, en me disant à chaque fois, tiens, un tel, c'est formidable, mais pour moi, il lui manquerait un peu ça. Ah oui. Et puis alors, si on mélangeait avec ça... Et ben voilà, c'est ça qu'on a obtenu avec la Maison Vide. C'est un peu ce que je cherchais, C'est merveilleux. Et que je cherche depuis longtemps. Je crois que vous l'avez trouvé. En visitant donc cette maison, parce qu'il faut bien le préciser quand même avant de terminer cette émission, que la Maison Vide, c'est cette maison familiale dans laquelle vous allez retourner avec votre père, je crois. Elle est vide, il y a le piano, mais les habitants ne sont plus là. Non, c'est pour ça d'ailleurs que... Et c'est pour ça que vous l'avez appelé comme ça. Ouais. Vide. Vide. Et qui est toujours là, qui existe, donc qui a été vendu maintenant. Qui a été vendu. Ah oui. Qui a été vendu, qui n'appartient plus à la famille. Vous avez le sentiment que cette somme-là littéraire dont on vient de parler, elle est un peu l'aboutissement d'une œuvre ou on peut la dépasser? Je sais. J'espère pouvoir en faire quelque chose d'autre. En tout cas, la dépasser, je ne sais pas, mais en tout cas la transformer. Mais depuis 2 ou 3 livres, j'ai l'impression d'avoir trouvé un peu mes moyens. Enfin bon, il m'aura fallu 25 ans quand même. Oui, et puis là, 800 pages d'un roman familial, oui, vous le dépasserez. Merci infiniment, Laurent Mauvigné, d'être venu nous voir. Ça nous a fait très plaisir et surtout de mettre en valeur ce magnifique livre qui s'appelle La Maison Vide, qui, je vais le préciser, a reçu déjà le prix littéraire du Monde, le prix Landerneau aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et on le précise et on y tient. Et le prix des libraires de Nancy. Et le prix des libraires de Nancy. Alors, je ne parle même pas des grands prix littéraires parce que ça, c'est à venir. Alors, avant de refermer cette émission au bonheur des livres, un premier coup de cœur pour notre rédacteur en chef de l'émission, Fabrice Gabriel. Oui, il écrit, bien sûr. Il écrit d'ailleurs pour Le Monde. Et là, c'est sa passion pour le cinéma. Ça s'appelle Au cinéma central, dans la collection Traits et portraits, au Mercure de France. C'est un récit d'initiation à travers, donc, le cinéma. C'est sous-titré Une éducation sentimentale. Et puis Gilles Collard qui nous parle de Klaus Mann, enfin le fils de Thomas Mann, donc c'est un destin assez hors du commun que l'on découvre, et évidemment et tragique parce qu'il se suicide en 1949, le fils de Thomas Mann, Klaus Mann. Et puis pour ma part, alors cette petite chose qui est une forme de... c'est un clin d'œil parce que c'est une jeune journaliste de l'émission Quotidien qu'on avait reçue d'ailleurs, qui s'appelle Ambre Chalumeau, et qui alors fait la liste de ses 20 livres cultes. Mais c'est rigolo, c'est plein d'esprit, et c'est aussi surtout plein de passion pour la littérature. Ça s'appelle l'histoire géniale de 20 livres cultes. Voilà, merci infiniment. Merci, on croise les doigts pour vous, cher Laurent Mauvigné. À très vite pour un nouveau numéro de Bonheur des livres.